Alors bonsoir et bienvenue à tous pour cette 441e rencontre Lille. Et ce soir, on reçoit donc Djaily Amadou Amal une nouvelle fois, puisqu'on vous a reçu déjà de nombreuses reprises, notamment pour les impatientes quelques jours avant l'annonce du concours. C'est toujours aux éditions Emmanuel Colas. Pour ce titre-là, Espoir, comme vous le voyez, c'est le prix Goncourt des lycéens également. Eh bien, bonsoir Amal. Bonsoir. Alors, il y a Bonsoir des à tous. Eh oui, puisque aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup de personnes qui vont se connecter, et notamment un petit peu partout dans le monde, et c'est ça qui est, c'est que vous arrivez à réunir un certain nombre de lecteurs à travers le monde. Alors, il y a des prénoms qui sont déjà des destins. Djaily, lumière en peul, Amal, espoir en arabe, deux langues, deux mondes, deux rives d'un même fleuve qui se cherchent et parfois se heurtent dans le corps d'une seule enfant. C'est cet enfant que nous retrouvons au cœur du dernier roman de Djaily Amadou Amal. Elle a 3 ans et vient de comprendre que sa mère est étrangère. Une Égyptienne venue suivre son mari au nord du Cameroun, au pays des grandes concessions Peul et des horizons de Sahel. Et dans ce monde à deux têtes, entre la langue Fulfudé et les chants d'Oum Kaltoum, entre le Poulouakou des ancêtres et les souvenirs d'une famille laissée au bord du Nil, l'enfant apprend qu'elle est l'espoir des siens. Mais qu'est-ce que l'espoir pour une fille prise entre deux cultures qui se disputent son âme? C'est peut-être cette tension-là, fragile et magnétique, comme la ligne d'horizon, que Djaily Amadou Amal explore dans ce roman d'une rare intimité. Elle qui, dans chacun de ses livres, nous a menés au cœur des silences imposés aux femmes du Sahel, nous offre ici quelque chose de nouveau, une genèse. La sienne. Ce livre n'est pas une dénonciation, mais bien une fouille douce et courageuse dans les couches de soi. C'est le récit d'une petite fille qui grandit entre deux amours, deux mémoires, deux façons d'être au monde et qui, de ce déchirement, fait la matière première de toute une vie d'écriture. Avant que les ennuis commencent, comme elle le dit elle-même, il y a eu la lumière des premières années, le parfum de jasmin et de poussière rouge, les voix contradictoires des tantes et des grands-mères qui se disputent l'identité d'une enfant. Avant les mariages forcés, avant les combats, avant les prix et les tribunes, il y a eu Amal, l'espoir, ou tout ce qui reste quand les portes se ferment. Alors ce soir, Amal, il est temps de remonter à la source avec vous. Merci d'être avec nous. Alors Espoir, Merci beaucoup. c'est... Avec plaisir. Espoir, c'est un premier roman véritablement autobiographique au sens de l'enfance. Vous y racontez votre propre histoire avec votre propre prénom. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce préquel? Qu'est-ce qui vous a autorisé, justement, après Les Impatientes, après Cœur du Sahel, après le harem du roi, à vous écrire, vous, plutôt que vos personnages? Eh bien, à chaque fois que j'ai écrit un roman qui parle des violences faites aux femmes, de la place de la femme dans notre culture, de la polygamie et autres, j'ai toujours eu les mêmes questions. Est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que tu parles de toi? Parce qu'évidemment, à chaque fois que je publie un roman, euh, et que j'en parle, je dis ce que j'ai vécu, je me raconte aussi quelque part, mais à travers moi, je raconte aussi l'histoire de toutes ces femmes qui sont autour de moi, l'histoire de ma sœur, de mes cousines, de mes tantes, etc. Et Le harem du roi, c'était un roman assez difficile à écrire parce qu'il fallait faire beaucoup de recherches qui m'ont mené du Cameroun jusqu'au Nigeria, en Mauritanie, au Burkina Faso, etc. Et puis, il fallait, pour trouver le moyen d'entrer dans la chefferie traditionnelle, le Lamida, et c'était assez compliqué. Ça m'a quand même pris 2 ans. C'était très éprouvant. Et j'ai eu envie, après ça, de me lâcher un tout petit peu, d'écrire quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus facile pour moi à écrire. Et, euh, et peut-être aussi quelque part un livre qui pourrait donner encore plus une explication pour tous les autres livres que j'ai déjà écrits, les 5 derniers romans. Et donc, voilà, j'ai émis l'idée à Emmanuel Colas, qui, au-delà du fait d'être mon éditrice, est aussi une amie qui me connaît intimement et avec qui l'aventure va au-delà du simple du travail, en fait. Et donc, je lui ai dit, mais j'ai envie de me poser un tout petit peu, j'ai envie de m'écrire, j'ai envie de revisiter tout ça. Et elle est là tout de suite accrochée et je peux vous dire vraiment que je me suis
beaucoup amusée. J'ai trouvé beaucoup de réconfort quelque part à retourner dans l'enfance pour pouvoir écrire ce livre. Et puis, j'ai été extrêmement surprise de voir en discutant avec ma sœur, en discutant avec certains de mes frères, ils n'ont pas du tout les mêmes souvenirs que moi. Donc ça, c'était quelque chose de très, très sympa et de pouvoir en parler, de pouvoir revivre tout ça quelque part, de faire revivre aussi tous ces personnages que j'ai tant aimés et qui aujourd'hui sont disparus. Alors c'est intéressant, vous avez dit le mot léger. Il y a en effet une certaine légèreté dans le récit, mais en même temps, vous parlez aussi de choses extrêmement graves, que ce soit de l'excision, que ce soit de l'esclavage, que ce soit de la polygamie et autres. Il y a beaucoup de choses, de la mort évidemment, de la perte d'un être cher. Pourquoi vous dites justement ce mot léger? C'est intéressant de voir que votre vision, est-ce que c'est l'écriture que vous considérez comme légère plutôt que les faits? Non, en fait, léger dans le sens où là, je parle de moi, je parle de ma vie, je parle de ce que j'ai vécu. Déjà, je n'ai pas besoin de mener de recherche plus que ça pour écrire ce livre. C'est un livre pour moi facile à écrire. Ça coulait, ça allait de soi, en fait. Je me racontais tout simplement. Ensuite, c'est quelque part comme une sorte de genèse par rapport à tout ce que j'ai raconté auparavant. Si vous prenez Cœur du Sahel, par exemple, au pif, Cœur du Sahel, mais on retrouve la vie de tous ces domestiques, mais par rapport à ma vision, à moi, par rapport à ce que j'ai vécu, on se rend compte que finalement, je peux très bien les connaître pour pouvoir écrire Cœur du Sahel parce que j'ai vécu avec eux. Je les ai côtoyés tout au long de ma vie. Si on prend le harem du roi et qu'on parle de l'esclavage et de tout ça, on se rend compte qu'il y a eu une grand-mère qui est arrivée et qui avait été vendue comme, et traitée comme une esclave tout au long de sa vie. Donc, pour moi, c'est quelque part comme un retour en arrière et comme une explication, s'il fallait en donner une, à tous les autres précédents romans. Mais léger, tout simplement parce que c'est l'enfance, en fait. Et l'enfance, ça peut être tellement léger. J'ai essayé autant que possible de me mettre dans la peau de cette petite fille de 3 ans, de 5 ans, qui évolue, qui grandit et qui regarde le monde avec son regard à elle par rapport à son jeune âge. Alors justement, l'enfance, puisque le texte s'arrête à 13 ans, où vous avez déjà, vous êtes déjà en cinquième, vous avez déjà deux demandes en mariage. Le livre, on va pas tout dévoiler non plus parce que c'est aussi intéressant de voir la scission, la coupure avec ce texte-là et la fin. Mais pourquoi vous avez choisi cette période-là jusqu'à l'adolescence? Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on rentre véritablement dans l'âge adulte, dans cette société, dans cette culture-là? Ou au contraire, est-ce tout simplement le fait que l'éditrice Emmanuelle Colas vous ait dit ce serait bien d'arrêter à ce moment-là pour ensuite peut-être déployer un autre texte sur l'adolescence au sens strict du terme? Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai discuté avec Emmanuel et je lui ai dit, je vais écrire un livre sur mon enfance, mais je ne lui ai pas dit à quel moment commence le livre et à quel moment il s'achève. Elle a découvert le test et elle a adoré et voilà. Euh, Peut-être que la suite du test est une autre histoire, parce que là, je voulais justement couper avec le mariage forcé, avec la polygamie, avec les violences et tout, mais tout ça. C'est un roman vraiment d'enfance. Et j'ai décidé de commencer à 3 ans parce que mes souvenirs remontent un peu plus loin que 3 ans, un peu plus tôt que 3 ans. Donc, je me souviens de mes 2 ans et demi quand ma mère était enceinte de mon petit frère Zouher. Je me souviens quand le jour où elle a accouché, mais je voulais vraiment mettre le roman quand on était déjà à Maroua, dans le nord Cameroun. Et puis, c'est vraiment sur une période de 10 ans. À partir du moment où je commence à avoir des prétendants, où je suis une préadolescente, mais qu'on me considère déjà comme bonne à marier, là commence une autre histoire. Est-ce que je vais écrire cette histoire-là? Parce que ça, j'ai eu cette question-là plusieurs fois déjà, dès que le roman est sorti. Peut-être, qui sait? Mettez-moi la pression. Non, je pense que vous n'avez pas besoin d'en avoir, ça c'est évident. Alors le titre, Espoir, c'est aussi votre prénom, on l'a compris. Est-ce que ce roman, c'est aussi une façon
de vous réconcilier avec ce prénom, avec ce qu'il vous a coûté d'être? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un hommage à ce prénom, à cet espoir-là, cet espoir familial? Et la deuxième question sous-jacente, c'est est-ce que vous considérez que l'espoir a été résolu, a été rempli, l'espoir qui a été mis en vous? J'avoue que quand j'étais petite, c'est un prénom, ça a été un prénom extrêmement difficile à porter. Difficile à porter déjà parce que j'étais la seule fillette dans mon entourage à le porter et je le trouvais ni très beau, ni romantique, ni rien du tout en fait. J'étais la seule à être là, j'étais la seule à mal et et mes copines, quelquefois, se moquaient de moi, ne disaient pas à mal, mais disaient à bien. Donc, je pense que les enfants peuvent être très cruels. Mais ma mère m'a toujours répété, toujours, encore et encore, que Amal signifie espoir et que j'étais l'espoir de la famille, que ma grand-sœur est décédée et que moi, je ne pouvais pas me permettre de mourir. Et puis ma mère, quelque part, me faisait aussi une sorte de chantage parce qu'elle me disait qu'elle était restée là parce que j'étais là. Elle est restée au Cameroun parce que je suis née. Elle continuait de rester parce que j'étais là et je ne pouvais pas me permettre de ne pas être son espoir, de ne pas être parfaite, etc. Donc ça, c'était assez difficile, même si je ne pouvais pas mettre des mots. En écrivant le texte, je me suis rendu compte finalement que même aujourd'hui, je ne peux pas décevoir ma mère totalement en fait. Même aujourd'hui, je dois continuer à être l'espoir de ma mère. Mais en même temps, être l'espoir, c'est bien aussi parce que voilà, vous vous dites peut-être que juste par mon existence, je représente quelque chose, juste par le fait que je suis née ma naissance a servi à quelque chose. Bon, donc voilà, par rapport à mon prénom, c'est ça. Et puis le roman, il explore J'ai oublié surtout. le reste de la question. C'était si l'espoir a été résolu, l'espoir mis en vous. C'était ça. Est-ce que vous considérez Si que... c'était résolu, Ouais. je pense que pour mes parents, oui. Pour mes parents, oui, parce que le jour où je suis née, à partir du moment où je suis née, tout a commencé à aller pour le mieux pour eux. Et il y a eu d'autres enfants, il y a eu beaucoup d'amour, il y a eu des difficultés, certes, dans l'environnement familial ou même dans la vie de tous les jours, mais mes parents ne se sont jamais vraiment disputés. Et il y a eu, voilà, une certaine quand même harmonie et donc, pour eux, ça va. Pour ma mère, aujourd'hui, elle est extrêmement fière aussi de ce que je suis devenue. Et puis, quelquefois, elle se vante d'être l'auteur de l'auteur. En effet, très drôle ça. Le roman, il explore aussi la double culture arabe et peul, égyptienne et camerounaise, et surtout le poids des traditions pardon, contradictoires. Est-ce que grandir entre ces deux cultures, c'est grandir dans un perpétuel exil intérieur ou au contraire dans une richesse qui vous a plutôt armé? Je pense que c'est le dilemme de tous les enfants métis. Quand on est métis, on peut se sentir d'une culture ou d'une autre, d'une race ou une autre, mais en même temps se sentir rejeté de deux côtés. Donc, moi, pendant très longtemps, chez les Blancs, on me traitait de noire, chez les Noirs, on me traitait de blanche. Au Cameroun, on me disait, tu es trop blanche pour être une vraie Camerounaise. En Égypte, on me trouvait dans ma famille maternelle que je n'étais pas du tout égyptienne, etc. Donc, mais ça, c'est quand j'ai grandi. Quand j'étais plus petite, il fallait trouver sa place absolument. Il fallait essayer de s'identifier. Et ma mère, peut-être par souci aussi peut-être de cette identité culturelle, de se retrouver elle-même, s'est trouvé une famille d'adoption qui était une famille libanaise. Et dans cette famille libanaise, notre, ce côté arabe, ce côté un peu plus blanc que les autres ressurgissait à chaque fois. Et donc, il fallait que l'enfant que j'étais, à partir de mes 3 ans, sache se comporter dans une société et dans une autre. Et puis, il y avait cette tante-là, magnifique,
qui a quitté ses mariages parce qu'elle s'est mariée plusieurs fois, qui a tout abandonné, qui a renoncé à une vie maritale, mais également à tout amour pour être là et, ça, et être sûr que nous allons bien être des enfants Peul. Et donc, pour elle, c'est pratiquement une mission qu'elle s'était donnée au Konana. Et donc, voilà, nous avons pu bénéficier peut-être des, des côtés positifs des deux cultures, mais également des travers des deux cultures. Alors justement, Plus la vous... culture occidentale, parce que Ouais. c'est vrai, la culture arabe, mais après, avec l'école, après aussi dans cette maison avec Tati, la grand-mère libanaise, où passaient pratiquement tous les Occidentaux de la ville, ce qui était une grande maison, une sorte de carrefour mondain. Eh bien, aussi, la culture occidentale venait aussi entrer parmi les deux autres cultures, ce qui était déjà très enrichissant, mais très difficile. Justement, par rapport à Gogo Nana, elle est presque ambivalente parce que est-ce que vous la considérez comme gardienne ou plutôt comme geôlière? On a aussi cette impression-là que le fait de forcer finalement, d'avoir cette mission-là de s'assurer que vous seriez Peul et que vous maîtriseriez à la perfection le Puluaku, il y a aussi ce côté obligatoire, contrainte, contraignant. Mais elle ne le prenait pas du tout dans ce sens-là. Pour Gokonana, c'est une femme, c'est une Peul, et comme Peul, extrêmement, extrêmement fière de sa culture et qui n'allait pas se laisser comment dire, minimiser ou mépriser ou quoi que ce soit. Donc, Kokonana voyait très bien qu'on était en train de grandir dans un milieu où notre couleur, notre appartenance culturelle aussi du côté maternel était mise en avant et elle voulait s'assurer qu'on n'allait jamais être frustré d'être peul, d'être noir et qu'on allait juste être fier de ce côté peul là aussi. Donc elle voulait s'en assurer. On ne sait pas une sorte de prison ou quoi que ce soit. Non, au contraire, elle voulait qu'on se sente bien, elle voulait qu'on soit fier de qui on était, tout simplement. Tout à l'heure, vous avez parlé de la différence de mémoire entre vos frères et sœurs du même récit, de la même vie familiale que vous avez vécue. Comment vous avez réussi justement à tamiser tous vos souvenirs, toute votre mémoire depuis 3 ans, de 3 à 13 ans? Comment vous avez réussi à en extraire certains et pas d'autres? Est-ce que vous avez enlevé certaines choses qui ne servaient pas forcément le récit, mais qui étaient tout aussi importantes? Comment vous avez fait ce choix-là, cette sélection? Eh bien, c'est un roman sans fiction. Et donc, bien sûr, on voit l'évolution de l'enfant, mais on voit les histoires qui m'ont moins marqué. Mais ces histoires qui m'ont marqué, c'est pas les mêmes qui ont marqué ma petite sœur ou mon petit frère. Donc, il y a d'autres versions qui les ont marquées. Moi, ce qui me marque, c'est par rapport à ce que moi j'ai vécu et qui était peut-être euh, plus important, peut-être par rapport à moi. Quand je parle, par exemple, de la maladie de ma sœur et du fait que j'avais tellement peur de la perdre, bon, elle n'aurait jamais pensé que je pouvais ça. Mais en même temps, ça l'a vraiment beaucoup fait rire quand elle s'est rappelée qu'elle s'était quand même très bien amusée chez Tante Soraya avec ses enfants et qu'elle ne pensait pas du tout que j'étais jalouse, qu'elle soit restée là-bas alors qu'elle était déjà guérie. En même temps, les voyages de ma mère étaient absolument stressants pour tous mes frères et ma sœur. Mais en même temps, ils ne se sentaient pas coupables ou alors que ce soit de leur faute si jamais elles décidaient de ne pas revenir. Mais en même temps, on a les mêmes souvenirs du fait de cette peur qu'on ne pouvait pas montrer aux autres membres de la famille qu'un jour, elle décide tout simplement de ne plus revenir. Et puis, les souvenirs avec notre père ne sont pas les mêmes. Moi, mon père, c'était un homme charmant, il ne m'a jamais grondé, il n'a jamais levé les mains sur moi. On a pu partager quelque chose par rapport à la littérature et autres quand je suis devenue un peu plus grande, mais pendant l'enfance,
Euh, mais peut-être ma soeur et plus mes autres petits frères ont plus bénéficié de son affection, ont plus bénéficié du fait qu'ils pouvaient les embrasser et autres. Mais ça, c'est aussi par rapport à cette culture de pudeur et autres qu'il avait et qui ne pouvait pas se manifester chez l'aîné. Et peut-être aussi, mon père s'abstenait de trop être proche de moi, tout simplement parce qu'il avait peur de me perdre comme ma petite sœur, comme ma grande sœur, pardon. Donc, peut-être que le fait que je ne mourrais pas, il pouvait se permettre d'aimer peut-être plus ou d'être beaucoup plus proche, pardon, de ses autres enfants, des plus petits. Donc, on n'a pas les mêmes souvenirs, mais en même temps, euh, on aurait, je pense que si chacun d'entre nous aurait écrit un roman sur son enfance, on aurait pu avoir des romans totalement différents. D'ailleurs, vous écrivez en français depuis longtemps, finalement. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la langue au cœur même du roman? Vous parlez, à mon sens, il me semble, beaucoup de langues. Est-ce que c'est une question qui pourrait surgir dans les années à venir? Et la question de la langue de la narration, est-ce que vous vous l'êtes déjà posée? En réalité, pas vraiment sur un travail intellectuel. Parce que c'est vrai, ma première langue, c'est le Fulfulde, la langue Peul. Et c'est la langue dans laquelle je parle, je réfléchis, je rêve. Mais en même temps, le français reste ma langue d'instruction, c'est celle que j'ai appris à l'école. Et donc, quand je pense à un travail intellectuel, quand je pense à écrire, à lire ou même à m'exprimer, peut-être, là, par exemple, si l'interview était menée en fulfulde, pardon, je ne suis pas sûre que j'aurais pu répondre avec fluidité, alors que c'est une langue que je parle couramment. Donc, dans ma tête, déjà dans mon cerveau, je pense que je sais à quel moment employer quelle langue. Mais en même temps, Emmanuel Salser, elle a vite compris aussi comment ça fonctionne, parce que même si j'écris en français, même si pour moi, je ne peux écrire qu'en français, ça n'empêche quand même que je pense d'abord dans ma langue Peul et je traduis automatiquement. Ce qui fait qu'il y a, par exemple, les questions de temps qui se posent à chaque fois avec Emmanuel parce que moi, par exemple, je ne peux pas écrire au présent. Dans ma langue maternelle, le présent n'existe pas. Une fois que l'action est en train de se passer, l'action est passée. Donc, on devrait employer l'imparfait ou le passé. Et donc, il y a des fois où Emmanuel me dit, mais au présent parce que ça, le test sera plus dynamique. Sauf que moi, comme je réfléchis un peu, le présent, il est complètement difficile à employer. Et puis, dans le même cas aussi, il y a certains mots ou certains, comment dire, euh, peut-être expressions que j'essaie de traduire, mais après, ça donne pas du tout le même sens en français, ou alors ça se dit même pas. Mais bon, après, avec la colonisation et tout ce qui s'est passé, je pense qu'on peut se permettre quand même de tordre le français à notre guise. Très bien, et c'est une très belle vision. J'aime beaucoup cette manière de voir l'absence du présent. Vous avez tout à fait raison. Alors, j'aimerais bien que vous nous lisiez justement un extrait par rapport à l'école. Donc, c'est le deuxième extrait que je vous ai demandé tout à l'heure. Voilà, Amal, puisque vous n'avez pas aimé l'école. Voilà, ce n'est plus un secret maintenant, après l'écriture du livre. On Ne reparlera le tout à dites l'heure à de la personne. littérature, puisque la littérature revient un petit peu plus loin dans le livre. Allez-y, Amal, merci. Alors, on m'a inscrite à l'école primaire à 5 ans et j'ai détesté ça immédiatement. Une centaine d'élèves bruyants dans une salle de classe croulante, un tableau noir qui ne l'était plus vraiment, je dirais plutôt un tableau gris qui avait dû être noir avant ma naissance. L'instituteur que nous appelions maître avait toujours un bâton en main. Il s'exprimait en français, mais aucun enfant ne comprenait le français. Sur le tableau, il écrivait des lettres de l'alphabet et nous obligeait à annoncer A, B, C. Le bâton du maître ne servait pas seulement à pointer les lettres sur le tableau. C'était aussi sa chicotte. Vous avez bavardé, tendez les mains. Un coup. Vous n'avez pas su lire une lettre, deux coups secs sur la paume des mains. Vous avez égaré votre ardoise, à genoux sur le sol cimenté et les camarades qui riaient de votre malheur.
Je détestais l'école. J'avais peur du maître et de certains camarades beaucoup plus âgés qui s'accaparaient de mes goûters ou de mon argent de poche. Je ne rêvais déjà que du jour où je pourrais ne plus y aller, même si je comprenais les leçons et que j'étais plutôt bon élève. Je ne l'étais pas parce que j'avais envie d'apprendre, mais parce que j'avais peur que le maître ne me frappe. Du coup, je n'étais pas turbulente car je savais ce qui arrivait aux camarades qu'il était, la pire des corrections, la plus redoutée. C'était quand 4 élèves étaient réquisitionnés pour tenir les membres du polisson pendant que le maître le frappait sur le dos et sur les fesses. Une flagellation dans les règles pompeusement appelée par le maître, tirée par 4. En classe, il était interdit de parler le fulfulde. Nous devions nous exprimer seulement en français. Alors on gardait la bouche fermée ou on chuchotait. Comment pouvions-nous parler dans une langue que nous ne connaissions pas? À la récré, en revanche, on se défoulait, on jouait, on sautait, on courait, on mangeait. C'était le temps des amitiés naissantes. Les filles avec les filles, les garçons entre eux. Seules les filles avaient le droit de jouer à la marelle, de chanter, de danser ou de sauter à la corde. Les garçons, eux, pouvaient jouer au ballon, au billes ou à la course-poursuite. Aucun garçon n'aurait accepté de jouer avec les filles et vice-versa. Une règle non écrite que tous respectaient. Je peux continuer? Oui, bien sûr, merci Amal. On allait à l'école le matin, rentrer à la maison à midi pour repartir à 14 heures et terminer à 17 heures. On s'y rendait seul, entre camarades du quartier et à pied. 30 minutes environ pour chaque trajet. Maman était très stricte sur les horaires. On n'avait pas intérêt à traîner en chemin. Le pire qui pouvait nous arriver à l'école était d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Il n'y en avait pas. Si on voulait se soulager, il fallait se rendre dans le petit bois à côté que nous appelions forêt. Il se racontait à l'école tant de choses horribles sur cet endroit qu'aucune fille n'osait s'y aventurer seule. On n'y allait que le vendredi après-midi, moment consacré au ménage dans l'enceinte de l'école. On y allait pour arracher les branches qui servaient de balai et si on n'y prenait pas garde, on risquait de marcher sur des excréments. Nous avions classé les instituteurs en 3 catégories distinctes. Les gentils, les méchants et les pas trop méchants. À chaque rentrée, on espérait ne pas tomber sur la classe des méchants. Là aussi, je passais des marchés avec Dieu. Chaque matin, nous faisions des vœux et des prières. Dieu, fais que le maître ne vienne pas. Dieu, fais que le maître tombe malade. S'il était particulièrement méchant, on priait même pour qu'il meure. On était prêt à tout pour éviter le bâton ou le fouet. Comme si les maîtres avaient deviné les grands malheurs qu'on leur souhaitait, ils usaient d'ingéniosité pour nous terroriser encore plus. À 5 ans, mon frère Zouer fut harcelé par sa maîtresse. Il était tellement anxieux chaque matin qu'il priait tout le long du chemin pour qu'elle meure. Malheureusement, elle est morte avant la fin de l'année et Zouer a culpabilisé. Durant des années, nous l'avons taquiné sur le fait qu'il avait tué sa maîtresse. Les avis dans la famille concernant l'école occidentale étaient mitigés. Si tout le monde pensait qu'y aller quelques années pouvait être bénéfique pour les garçons, la plupart n'en voyaient pas la nécessité pour les filles. Papa Sali regardait avec dédain chaque année Baba nous inscrire à l'école et lui reprochait de vouloir faire de nous des chrétiens ou des mauvais musulmans. De toute façon, c'était la faute de ma mère, nous spectait-il avec mépris. Quant à grand-mère Aya, elle n'avait pas d'avis tranché, mais elle nous aurait volontiers cachés dans sa case pour nous éviter les coups de bâton du maître. Maman n'en démordait pas. Ses filles comme ses garçons iraient à l'école et y resteraient très longtemps. Punition corporelle ou pas. Ma mère avait une admiration incommensurable pour les diplômés et quand elle parlait de mon père, la plupart du temps, elle dit que c'était un homme bien parce qu'il était diplômé. Des fois, je me demande si ma mère est tombée amoureuse de mon père ou de ses diplômes. Autant ma mère aimait l'école occidentale, elle qui n'y était pas restée longtemps, autant elle ne pouvait que mépris pour les écoles coraniques du quartier. Là aussi, les punitions corporelles étaient de mise. En plus des menus travaux effectués pour le malou, le maître, les filles devaient balayer sa cour, aider ses épouses à faire la vaisselle et à puiser de l'eau au puits. Les garçons allaient chercher du bois de cuisine dans la brousse
et apporter du sable propre du marigot voisin pour la cour. Il était hors de question pour ma mère que ses enfants fassent ces corvées. Ça ne les tuera pas comme ça n'a pas tué non plus leur père, leur tante ou les autres enfants du quartier, asséné grand-mère Aïa. Ma mère ne lui répondait jamais, mais elle n'en démordait pas. Alors, c'est Baba qui nous enseignait le Coran à la maison jusqu'à ce qu'un compromis mette toute la famille d'accord. Bientôt, Oustas Abdallah, un Somalien ami de mes parents, ouvrit la première madrasa de la ville. C'était une école où l'on n'apprenait que l'arabe et la religion. À partir de là, nous sommes allés à l'école occidentale durant l'année scolaire et à la madrasa les week-ends et pendant les vacances. Je Merci. continue ou c'est bon? Allez, c'est bon pour cette fois. Et on fera un deuxième extrait tout à l'heure. Merci Amal. Et donc vous voyez en effet tout l'envers du décor d'un seul chapitre. Donc imaginez tout le reste. J'aimerais vous interroger sur l'arabe, sur la langue des secrets. Vous écrivez ce que c'est la langue des secrets. C'est intéressant de voir que une langue peut devenir celle pour laquelle certaines choses ne sont pas dévoilées, alors que logiquement la langue doit être faite pour dévoiler, pour interagir avec l'autre. Là, c'est l'inverse. C'est intéressant de voir que cette langue-là, celle que vous avez, c'est la première que vous avez apprise, et finalement, c'est celle qu'on ne peut pas dire. En effet, je suis restée un an en Égypte quand ma mère a eu mon petit frère Souher. Et donc, c'était l'âge où on apprenait à parler. Et donc, la première langue que j'ai apprise, c'était l'arabe. Et quand nous sommes rentrés à Maroua, ma mère, évidemment, ne parlait que l'arabe avec nous jusqu'à ce que ma grand-mère lui fasse le reproche et lui dise qu'en réalité, elle parlait arabe parce qu'elle voulait lui cacher des choses. Alors, au lieu de rétorquer ou alors de défendre sa langue, ma mère s'est mise à apprendre le fulfulde et ne nous a plus jamais parlé l'arabe. Du coup, c'est devenu la langue des secrets parce que si ma mère avait des choses à dire à mon père ou et vice-versa, il parlait qu'en arabe. Quand Tati, Tante Soraya et autres dans ma famille libanaise voulaient dire des choses qui n'étaient pas faites pour les enfants, ils parlaient en arabe. Et donc, je me suis efforcée de ne pas oublier l'arabe parce que j'étais extrêmement curieuse. Et donc, pour moi, dans ma tête, l'arabe est la langue des secrets. L'arabe, c'est la langue dans laquelle on écoutait ce qu'il ne fallait surtout pas écouter pour un enfant. Et donc, ça reste quand même, voilà. Ça reste pour moi une langue assez mystérieuse. Au fil du texte, quand on vous lit, on a une dichotomie en fait entre deux Amal. On a l'impression que il y a une sorte d'émancipation qui se fait depuis peut-être que vous avez écrit, depuis que vous avez commencé à être reconnu. En fait, ma question c'est est-ce que il y a encore des choses qui vous restent de cette culture, de cette société, de ces us et coutumes que vous n'arrivez pas finalement à vous défaire? Je pense notamment à cette phrase-là, euh, arrêtez de marcher comme votre mère, vous n'êtes pas des militaires. Une femme ne marche pas, elle flâne et se laisse admirer. Est-ce que vous flânez? Est-ce que vous vous laissez encore admirer? Eh bien, la première fois, enfin, les premières fois où j'ai rencontré Emmanuel et où on venait juste de publier Les Impatientes, on a déjeuné ensemble et puis elle m'a dit, écoute, on va aller dans une librairie. Pourquoi est-ce qu'on ne marcherait pas un tout petit peu le long du canal? Ça nous prendra 10 minutes et puis ça nous fera du bien. Ça nous a pris 45 minutes. Et depuis, quand les Français me disent que ça, à côté, à 10 minutes, je me méfie. Non, 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 c'est jamais à 10 minutes en fait. Quand vous me dites que c'est à 10 minutes, c'est en fait à 1 heure de marche. Et donc, à un moment, je lui dis, Emmanuel, tu as dit que c'était à 10 minutes. Il dit, mais tu ne sais pas marcher. Il dit, mais chez moi, les femmes ne marchent pas, elles flânent. Et en fait, je ne prends pas tout ça comme si c'était, comme si je voulais m'en faire, comme si c'était pesant ou autre. Non, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement fier de ma culture, de ce que je suis. Et je pense que toutes nos traditions ne sont pas à jeter. Il faut bien entendu conserver certaines d'entre elles qui nous identifient.
et qui ne nous crée pas de la souffrance. On doit juste rejeter ce qui crée de la souffrance et c'est ce qui n'est plus bien dans notre monde moderne d'aujourd'hui, tout en gardant cette identité qui fait le nous. Donc, moi, je suis extrêmement fière d'avoir appris à flâner. J'ai Et ma adoré, mère continue de me dire, arrête de flâner comme ta tante. j'ai adoré cette phrase. À un moment donné, vous parlez de la version Peul de Cendrillon, Tapoudoulo, c'est votre préféré. À quoi ça ressemble justement, cette version Peul de Cendrillon? Est-ce qu'elle est différente? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Qu'est-ce qu'elle a de moins finalement? À quoi elle ressemble? D'abord, déjà, dans les contes Peul, c'est toujours accompagné d'une chanson. Et pour Tapoudoulo, c'est Tapoudoulo, Mangali di Tapoudoulo. Eh bien, ça veut dire Tapoudoulo, le plus grand des poissons, Tapoudoulo. En fait, dans cette version de Cendrillon, déjà, tout commence de la même manière. C'est une fille qui a perdu sa mère et puis son père s'est remarié et puis la belle-mère, ou la marâtre plutôt comme on dit, n'était pas très gentille et puis elle-même avait une fille, etc. Et on ne voulait pas qu'elle soit belle, que tout ça. Et puis un jour, son père a ramené du poisson à la maison et Marat lui a demandé d'aller nettoyer les poissons. Et au moment où il arrive à la rivière, elle se rend compte que le poisson, figurez-vous, avait des seins. Je ne sais pas s'il y a des poissons qui ont des seins et qui allaitent leur bébé, mais ce poisson donc avait des seins et il y avait même des gouttes de lait. Et donc, la petite fille qui était attendrie dit au poisson, oh, tu as sûrement des enfants, donc je vais te relâcher dans la rivière. Et le poisson lui parle en lui disant, ta marade très méchante, elle risque de te punir. Et l'autre dit, oui, mais ça fait rien, je préfère quand même que tu retournes à la rivière avec tes enfants. Et puis, elle relâche le poisson et celui-ci devient comme sa marraine. Donc, exactement comme dans Cendrillon. Et puis, de fil en aiguille, elle va à une fête et puis le prince est fou amoureux d'elle. Et au moment de s'enfuir, elle perd sa pantoufle. Et puis les esclaves de ce prince, donc du Lamido, retrouvent la pantoufle et annoncent dans toute la ville que c'est celle qui aura le pied, qui entrera parfaitement dans la pantoufle, qui sera donc l'épouse de ce prince, etc. Exactement comme Cendrillon, mais foulanisé. Je ne Très peux bien. pas tout vous raconter parce Non. que peut-être que je vais écrire un livre de contes. Ah, alors c'est vrai que les contes c'est extrêmement important parce que c'est extrêmement rude dans la manière de raconter. On ne peut pas s'arrêter de raconter un conte. Il faut absolument que ce soit au coucher du soleil, en tout cas près de la nuit. C'est quand même une science particulière. Je pensais pas qu'il y avait autant de comment dire de symboles finalement derrière ce conte-là, derrière le fait de narrer un conte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre? Oui, donc nous, on a été nourris donc, au conte de Gokonana et puis de notre grand-mère, surtout de Gokonana. Et c'était une époque, bien sûr, où il y avait pas la télévision et il y avait que, on pouvait regarder des films. Mais chez nous, à la maison, on n'avait même pas de téléviseur à cette époque-là. Et donc, chaque soir, on réclamait des contes à notre tante et il y avait plein de règles autour du conte. Mais finalement, ces règles, ce pas des règles inventées par Gokonana, c'est des règles qui existent bel et bien. Les contes ne se disent que la nuit. On devrait, quand on commence un conte, on doit toujours le terminer. Euh, et donc, il y a certains symboliques sur les contes. Et je pense aussi que les contes dépendent aussi euh, de l'âge de l'enfant. Et donc, Kokonana, qui avait vraiment un vrai répertoire et allait vraiment crescendo sur les contes, donc ça dépendait vraiment de notre âge. Il y avait des contes qui étaient plus fantastiques. Dans tous les cas, le conte finit toujours par une leçon et on a bénéficié de ces contes tout le long de notre enfance. Et puis, c'était aussi très amusant parce qu'une fois, Gogolana m'a dit, on est obligé de terminer un conte. Et j'étais très fatiguée parce que j'avais demandé un conte. Elle a accepté à condition que je lui raconte aussi un autre conte. Et j'ai accepté le marché, sauf que
une fois qu'elle a terminé de raconter, moi, j'étais trop fatiguée pour raconter. Elle m'a dit, tu es obligé de le finir parce que sinon, le conte viendra t'étrangler la nuit. J'avais une imagination débordante, alors j'ai passé une nuit blanche à imaginer comment le conte deviendrait, est-ce quelle allure ce conte prendrait, est-ce que ça sera ressembler à un animal, est-ce que ça sera même pas l'ange de la mort ou un djinn, etc. Donc, j'ai passé vraiment une nuit blanche parce que j'avais vraiment peur que le conte vienne m'étrangler, ce qui est ridicule aujourd'hui. Alors, pas vraiment, mais en même temps, il y a beaucoup de sorcellerie aussi dans ce texte-là, excepté votre père qui finalement n'y croit pas. Votre père est extrêmement instruit, juriste, professeur d'arabe, qui souhaitait que tous ses enfants soient scolarisés, filles et garçons. Il n'était pas du tout dans un machisme. Donc pour le coup, c'est un personnage extrêmement fort du texte parce qu'on sent qu'il est dans la protection, une immense protection. Je ne sais plus pourquoi je disais ça, bref, mais par rapport aux prénoms, j'aimerais qu'on revienne aux prénoms, puisque vous avez tous eu dans votre famille des prénoms et on a l'impression que c'est une sorte de destinée. Vous écrivez Zouher serait le cerveau, Sanaa le rayonnement, Ngazi le sens de l'honneur et Hicham le combattant. Nos noms devenaient notre boussole dans la vie, on se devait de les respecter. Je trouve que c'est extrêmement puissant comme phrase dans le sens où véritablement vos prénoms, vos surnoms, vos significations vous ont peut-être prédestiné à quelque chose. Sûrement, sûrement. Et d'ailleurs, dans la culture musulmane, euh, il est très important de donner des prénoms, des bons prénoms, des prénoms qui signifient quelque chose de fort, d'agréable, etc. aux enfants parce qu'ils vont forcément répondre à ce prénom-là ou être ce que ce prénom les destine. Et donc, mon père croyait quand même à ça. Et quand il a dit Souher, c'est l'homonyme d'un de ses professeurs qu'il a adoré à l'université à Lazare et qui signifie aussi quelqu'un qui serait très intelligent et autres. Eh bien, Zouher, aujourd'hui, est à son 5e master, je pense. Donc, il est tout le temps dans les études, il est tout le temps en train de préparer des thèses, etc., dans tous les domaines. Donc, nous, on l'appelle l'intello. Sana, c'est devenu une maman, une jeune femme tellement élégante, rayonnante et voilà, c'est une dame bien comme il faut. Ngazi devrait être l'honneur de la famille. On lui a donné ce prénom parce que Tati avait perdu son fils qui portait le même prénom. Et c'est aussi quelque part le sens de l'honneur, de l'amitié et tout ça. Ngazi est aujourd'hui peut-être le plus affectueux d'entre nous tous, que tout le monde aille bien, qui est toujours au chevet de ceux qui sont malades, etc. Et puis Hicham, le combattant, que nous appelons le fibrome aussi, parce que quand ma mère était Ça, c'est enceinte très de dur, lui, hein. oui, il y a eu une erreur médicale. On a failli l'opérer. Et finalement, heureusement, mon père a refusé. Elle est allée en Égypte et il se trouve qu'elle était enceinte. Donc, quand on veut le taquiner, on l'appelle le fibrome. Et puis, on lui a toujours dit que, en fait, il n'était pas vraiment notre frère parce que ma mère l'avait ramassé à la poubelle de l'hôpital. C'est trop méchant. Il me rappelait ça d'ailleurs il y a 2, 3 jours, que de toutes les façons, vous m'avez traumatisé en racontant que moi, je n'étais pas votre frère et tout ça. En fait, c'est beaucoup. Non, c'est pas une horreur en réalité. On Enfin, l'a j'ai tous lu le fait. commentaire, quelle On horreur. l'a tous fait. Ah oui, on l'a tous fait. Voilà, c'était vraiment de l'imagination, tout simplement. Et puis, c'était juste pour le taquiner. Euh, mais aujourd'hui, en fait, il s'appelle le combattant. Mon père trouvait que c'était un enfant finalement qui a failli ne pas venir au monde. Hicham adore son prénom. Il adore son prénom et aujourd'hui, c'est le motard, c'est celui qui est finalement le super protecteur de toute la famille, mais en même temps, il est cool. Il est cool. Il ne va jamais s'encombrer
tradition et autres, mais en même temps, il est adorable avec tout le monde. Donc, oui, et les prénoms, on ne devrait pas donner des prénoms qui ne sont pas bien ou ou qui signifient quelque chose de méchant ou quoi que ce soit. Et je pense que ça prédestine quand même, voilà, ce que sera la vie de cet enfant. Et dans le même sens, en parlant de prénom, dans le test, on parle de ma tante, cette tante que je n'ai pas connue et qui s'appelait Doudja, tout simplement parce qu'elle venait après des enfants qui étaient morts et son prénom signifie celle qui allait survivre. Donc, pour ma grand-mère qui avait déjà perdu au moins 4, 5 enfants, elle s'accrochait désespérément à ce bébé et elle lui a donné ce prénom, celle qui allait survivre. Et finalement, ça a été la première à survivre de tous ses enfants. Très bien. Et alors justement, par rapport au prénom, Amal, ça a été inspiré aussi par la chanson Amal Hayati, d'Oum Kalthoum. Est-ce que cette voix-là traverse aussi le roman? Il y a de la musique. Est-ce que cette musique-là, c'est aussi une façon dont votre mère a gardé l'Égypte vivante en vous? Est-ce que ça lui permettait de C'est vrai relancer? que oui, on a passé notre enfance aussi euh, à voir nos parents écouter beaucoup Kulsum, écouter beaucoup la radio, etc. Mais bon, après la musicalité dans le test, je pense que c'est au lecteur de le trouver. Euh, mais c'est sûr que mes parents écoutaient beaucoup Kulsum et beaucoup de musique religieuse aussi de l'époque. Et puis il y a quelque chose que je n'avais pas forcément vu, c'était l'ennui. Cet enfant s'ennuie beaucoup. Son confident, c'est un goyavier. Et je trouve que c'est aussi une belle image, que ce soit à travers les animaux qui sont davantage sur le côté mystique, sur le côté symbolique. De l'autre côté, on a la nature avec ce goyavier qui est votre meilleur ami, clairement, votre complice, votre confident. Comment on grandit justement avec cette notion différente? On a l'impression que les êtres humains sont en contre-champ. Ils sont importants, c'est la famille certes, mais ils sont en contre-champ et que le véritable réconfort, il est plutôt dans les autres éléments. En fait, je suis dans un environnement, on me dit des comptes, je vais quand même à l'école, et puis je rentre à la maison, je vais à la madrasa, etc. J'ai la vie de tous les enfants du quartier, de la famille. Et puis, un jour, par hasard, je prends un livre, je lis le livre, et le livre raconte une histoire. Dans ce livre, il y avait une forêt enchantée, il y avait des arbres. Ces arbres pouvaient parler et, ces arbres avaient une âme. Ces arbres cachaient aussi des êtres extraordinaires, des elfes, etc. Et à partir du moment où je lis ce livre, j'ai l'impression que plus personne ne peut me comprendre. J'ai l'impression et je me rends compte que je vis dans un environnement terne, ennuyeux. J'ai envie d'aller vivre dans le roman. J'ai envie de quitter le vrai monde que je trouvais tellement ennuyeux pour me réfugier dans ce livre. Mais cet environnement n'existe pas. Euh, Comme je le disais, les champignons dans le livre étaient colorés. Les champignons derrière les toilettes de ma grand-mère étaient tout gris, tout sales et pas, ça ne donnait pas du tout envie de vivre là-dedans. Et bien sûr, même quand j'essayais d'expliquer, je ne pouvais pas expliquer avec deux mots ce que je ressentais. Personne n'aurait compris ce que je ressentais. Et donc, mon oncle est mort et puis son goyavier s'est libéré. Je dis ça comme ça parce que c'était un endroit où on ne pouvait pas, c'était un arbre qu'on ne pouvait pas approcher, on ne pouvait pas cueillir les goyaves. Mais une fois que mon oncle est décédé, eh bien, le goyavier devenait accessible. Et du haut du goyavier, en fait, pouvais me créer un monde à moi. Je pouvais raconter des histoires que j'avais envie de raconter. Je pouvais dire ce que j'avais envie de dire. Je pouvais me confier ne pouvant pas me confier à des personnes, donc je pouvais me confier au goyavier, je pouvais graver des choses sur le tronc, etc. Donc, ce goyavier a vraiment fait partie de ma vie.
Et puis ce qui a déclenché, c'est un livre. Finalement, à un moment donné, la littérature entre dans votre vie. Est-ce que justement, c'est aussi l'écriture qui rentre à travers ce livre-là? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un déclic aussi en tant qu'écrivain? On ne sait pas finalement trop de quel livre il s'agit dès le début. On voit qu'ensuite l'Odyssée apparaît également. Il y a des livres fondateurs qui vous ont aussi aidé peut-être à vous construire en tant qu'écrivain. Mais finalement, est-ce que tout ça, tout réuni, toute votre œuvre réunie, est-ce que les prémices de l'écriture sont dans celui-ci? Est-ce que dans vos souvenirs, est-ce qu'espoir, c'est aussi le prémisse de ce que vous allez déployer par la suite? Dans tous les cas, une fois que j'ai lu mon premier livre, l'évidence s'est posée à moi. Je savais qu'il fallait que je trouve d'autres livres, qu'il fallait que je lise et qu'en lisant, je pouvais être ailleurs. Je pouvais m'ennuyer beaucoup moins. Et à ce moment-là, puisque on dit que le livre s'arrête à mes 13 ans, bien sûr, à partir de 10 ans, je commence à griffonner des choses, je commence à écrire des histoires, des petits contes. Conséquent, je n'avais jamais un cahier net. Je déchirais les pages de mon cahier pour pouvoir écrire des histoires à mes copines et résultat, à chaque fois, j'étais punie. Mais bon, donc, je n'ai pas réfléchi à tout ça en réalité. À ce moment-là, j'étais juste un enfant qui vivait sa vie. Et une fois que je découvre la littérature, la lecture, ça me donne envie, bien sûr, de raconter des histoires. Et puis raconter des histoires, finalement, moi, je les ai écrites, mais ma tante racontait des histoires. Peut-être que si ma tante était européenne, elle aurait écrit. C'est même sûr, à mon sens. Et par rapport au langage que vous employez dans le récit, est-ce que vous vous êtes posé la question aussi du regard de l'enfant, de la narration à hauteur d'enfant? Est-ce que vous auriez pu l'écrire véritablement avec le langage d'un enfant de 6 ans, de 8 ans, de 11 ans, de 13 ans? Est-ce que vous vous êtes posé la question aussi de ça? En réalité, non, je ne me suis pas posé la question parce que je l'ai écrit comme je le sentais tout simplement. Je n'ai pas beaucoup vraiment, je ne vais pas mentir, je n'ai pas beaucoup réfléchi à comment je vais l'écrire tout ça. Je l'ai écrit comme je le sentais, je l'ai écrit avec les mots que j'avais envie d'employer, je l'ai écrit avec la légèreté que je voulais. Je voulais tout simplement remonter cette enfance, revivre cette enfance à travers la plume et puis c'est tout, quoi. Euh, le dire avec des mots d'enfant et autres. Bon, je pense que je me suis quand même, dans tous les cas, c'est pas l'adulte qui parlait dans le roman, c'est l'enfant qui se raconte. Mais bon, après, je n'ai pas plus réfléchi que ça. Il faut dire, quelquefois, la littérature a besoin vraiment de légèreté, de prendre juste sa plume ou être sur son ordinateur et de se laisser aller. Très bien, très bien. Dans chacun de vos romans, d'ailleurs, que ce soit depuis Les Impatientes, ça agrandit le cercle. On a l'impression que on part des épouses, on parle des domestiques, du harem royal. Espoir, ça remonte au contraire vers le plus petit des cercles, l'enfance, la famille. Est-ce que c'est une façon de comprendre aussi d'où vient tout le reste et est-ce que vous avez résolu cette question-là? Est-ce que on est dans un cercle presque fermé finalement de cette œuvre-là? Cercle fermé, je ne dirais pas ça comme ça parce que à partir du roman Espoir, je pense que sur chaque chapitre, on peut en faire un roman. On voit, c'est vrai que mon roman Mystery John n'est pas publié en France, mais si on lit le chapitre dans lequel je mange des mangues non mûres avec du piment, d'ailleurs, je vais manger tout à l'heure des mangues non mûres avec du piment. C'était ma question d'après, pour savoir si vous Et continuiez donc, malgré ce qui vous voilà. est arrivé. Oui, et donc, j'étais sur le point d'accuser une pauvre vieille dame d'être une sorcière parce que ma tante m'a dit qu'elle était une sorcière. Bon, ça a fait un roman. Le chapitre où on retrouve cette
cette vieille cousine de ma grand-mère qui a été vendue au Nigeria et qui a passé une vie en tant qu'esclave. Ça m'a donné envie d'écrire sur l'esclavage et c'est le harem du roi. Peut-être, en réalité, voilà, le chapitre sur les domestiques, ça a donné Cœur du Sahel euh, indéfiniment. Donc, quelque part, c'est comme si c'était une explication. Ça, c'est pas comme si je me suis levée de bon matin que j'ai écrit tous ces livres. En fait, c'est des choses qui, je pensais à ça pendant très, très longtemps. J'ai mûri l'idée et c'est toujours sur un sujet qui me touche personnellement. Bon, ça ne veut pas dire que je ne peux pas écrire sur d'autres sujets, mais pour le moment, juste mon environnement et ce qui l'a nourri depuis l'enfance me permet d'écrire des livres, me permet de développer et j'ai vraiment envie d'aller sur ça pendant encore très, très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'un jour, je n'aurai pas envie de changer complètement, mais pour le moment, ça me parle, ça me touche. Et vous savez, je suis quelqu'un de très, très, très nostalgique. Je suis quelqu'un de très nostalgique et de très sensible. Et pour moi, c'est très important de pouvoir, voilà, avoir cette sensibilité dans les textes. Est-ce que justement, parce que votre mère a dû se souvenir de sa famille égyptienne pour ne pas les oublier, vous vous êtes souvenu de votre enfance pour l'écrire? Est-ce que la mémoire, justement, dans votre famille, est-ce que c'est une façon de résister à l'effacement? Est-ce que c'est une lutte perpétuelle pour éviter d'oublier? Je pense que c'est exactement ça, en fait. Mais ça, c'est pour tous les peuples même déjà, puisque nous sommes un peuple nomade. On parle beaucoup de ma mère, bien sûr, qui a quitté son Égypte natale pour venir s'installer à Maroua avec mon père. Mais elle est venue parce qu'elle s'est mariée, elle a rencontré quelqu'un qu'elle a aimé et en qui elle a placé toute sa confiance. Mais il ne faut pas oublier qu'en réalité, moi, mes aïeux ne sont pas nés au Cameroun. Ils viennent du Sénégal, ils viennent du Mali, ils viennent à cause du djihad, etc. Et les Peuls ont toujours été des personnes qui se sont déplacées et qui ont tout laissé derrière elles pour aller se faire une vie ailleurs. Et c'était aussi important pour mon père de nous rappeler que d'où on venait, pourquoi on était là, quelles sont les valeurs familiales. Et puis, l'histoire de cette panthère est là aussi pour nous rappeler ça. Donc, ces dernières années où je voyage beaucoup, où je rencontre des Peuls du monde entier, je me rends compte que chez les Peuls de la Guinée, chez les Peuls du Mali, il y a aussi toujours eu ces animaux qui sont presque comme des totems, même si dans la culture peul, c'est pas euh, toujours dans le même sens. Donc, oui, la mémoire fait partie vraiment de l'histoire de notre peuple et Et de l'autre notre famille. Et l'autre mot peut-être très important, c'est celui de la transmission. C'est un mot qui revient souvent dans votre œuvre. Votre mère vous a transmis notamment l'Égypte, votre tante vous a transmis le Poulouakou. Que voulez-vous justement transmettre à vos descendants? J'ai écrit espoir pour eux, pour qu'ils n'oublient pas d'où ils viennent, pour qu'ils sachent euh, ce que c'est que leur histoire, euh, leur tradition, etc. C'est pour cela que je l'ai mis aussi en dédicace à tous mes frères, ma soeur, mais également à tous nos enfants et petits-enfants. Maintenant que je commence à avoir, j'ai un petit enfant, ma fille a eu un bébé dont je suis grand-mère. C'est important pour moi de transmettre, voilà, tout ce côté culturel et toute notre enfance pour qu'on n'oublie pas. Je pense que étant très nostalgique, comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est très rassurant de laisser des écrits en se disant, si je l'écris, si je le publie, si les gens le lisent, eh bien, l'histoire ne meurt pas avec moi. Très bien. Vous avez été extrêmement popularisé grâce aux Impatientes notamment et ensuite aux autres. Vous êtes traduit dans plus d'une vingtaine de langues. Est-ce que ce succès aussi vous a libéré ou imposé de nouvelles contraintes, celle de représenter, d'incarner une parole collective encore plus forte? Est-ce que ça vous a permis de dire encore plus l'indicible? Euh, L'objectif quand j'ai commencé à écrire, puisque en fait, j'ai toujours écrit pour mon propre plaisir, j'ai écrit parce que j'avais des choses à dire
Et puis, quand je subis le mariage précoce et forcé, que je me mets, j'essaie de m'enfuir de là et que personne ne me comprend, je tombe dans une profonde dépression, je fais des tentatives de fugue, ça ne marche pas. Je fais des tentatives de suicide, mais je n'ai pas envie de mourir en réalité. Et je trouve un agenda qui traîne, je le prends, je me mets à écrire comme exutoire. Donc, à ce moment-là, j'écrivais pour moi. Mais le jour où je décide de véritablement me libérer, de quitter mon mari, de dire non à ma famille, de devenir, entre guillemets, une rebelle, et que pour me punir, mon époux me kidnappe mes filles, m'arrache tout ce que j'avais, et que toute la société me traite de mauvaise femme, de mauvaise fille, de mauvaise épouse, de mauvaise mère, de mauvaise tout, et de rebelle, etc. À partir de ce moment-là, je décide, je sais que c'est injuste et je décide de te parler. Je décide de me confier, mais surtout de briser les tabous, de dire tout haut ce que pensent toutes les femmes tout bas et d'être le porte-parole en quelque sorte de ces femmes. Et je décide que les choses devraient changer. Je décide que je ne vais plus me taire et que voilà, je vais écrire, je vais parler, je vais sensibiliser, je vais donner des conférences, je vais en parler tout haut. Je vais être la voix de toutes ces femmes qui n'ont pas de voix. À partir de ce moment-là, évidemment, l'objectif, c'est d'être entendu partout. Et si ça peut l'être dans d'autres pays lointains, dans des langues ou des endroits où j'aurais jamais imaginé pouvoir mettre les pieds, et de se rendre compte que finalement, la voix des femmes, les violences contre les femmes, c'est un sujet universel qui touche tout le monde, même des femmes où c'est vraiment invraisemblable. Le roman a été traduit en coréen. Je suis allée en Corée du Sud et j'étais bouleversée de me, quand on me dit, oui, on comprend totalement parce qu'on ressent la même chose, parce qu'on vit la même chose. Moi, j'étais à 10 000 lieues d'imaginer que les femmes en Corée du Sud, où ça paraît voilà, très éduquées et autres, qu'elles pouvaient vivre aussi la même chose. En France, je peux me dire, oui, il y a beaucoup d'étrangers autres. Je peux comprendre. En Occident, on se rend compte aussi que les violences faites aux femmes, les féminicides et autres, ça reste des sujets perpétuels qui existent. Mais il y a vraiment des endroits où je n'aurais pas cru cela possible. Et donc, cette visibilité que me donnent les impatientes, pour moi, ce n'est que tout bénéf. Je ne pourrais pas me plaindre parce que j'ai pu mener ma voie où j'aurais jamais pu imaginer que cette voie-là irait. J'ai pu toucher des personnes à travers le monde que j'aurais jamais pu croire possible de toucher. Et puis, j'ai surtout pu faire en sorte que les miennes m'écoutent avec beaucoup plus de sérieux. C'est quand j'ai eu le concours des lycéens que le Cameroun a mis le roman dans le programme scolaire. Donc, c'est tout dire que finalement, le succès à l'international permet d'avoir une meilleure visibilité chez soi. Le fait que les impatients aujourd'hui soient au programme scolaire au Cameroun, ça veut dire que d'un sujet tabou, on en est à un manuel scolaire où des jeunes peuvent parler de ces sujets sensibles dont on ne parlait absolument pas avec les professeurs, que ce soit les filles ou les garçons qui sont les adultes de demain, sont sensibilisés à ces questions-là. Et donc, forcément, ça ne fera que du bien à la société dans les années à venir où on espère que les choses vont changer et pour le mieux. Vous savez, je vais revenir tout à l'heure sur l'extrait que j'ai lu, les punitions corporelles et autres. Nous sommes sur une histoire très douloureuse au Cameroun qui s'est passée il y a juste quelques jours où un enfant du collège a été frappé par le surveillant général de l'école. Je ne sais pas parce qu'il était en retard ou autre, mais cet enfant en est décédé. Et nous subissons ça tous les jours. Mon propre enfant a été frappé par son surveillant général il y a quelques mois. Eh bien, évidemment, nous sommes allés faire un scandale à l'école et autres. Au Cameroun, le ministre de l'Éducation, de l'enseignement secondaire ne fait que parler de cette question-là. Mais est-ce que vous imaginez qu'il y a de cela 40 ans, je suis frappée à l'école et que mon enfant est encore frappé à l'école? C'est inadmissible.
Bon, peut-être que le fait d'écrire cela et peut-être que le fait de pouvoir en parler encore et encore finira par changer les choses. Mais ça reste extrêmement douloureux. J'ai toujours l'impression que vos livres sont des armes littéraires à chaque fois, à chaque publication. Est-ce que celle-ci, est-ce qu'Espoir, c'est une arme différente des autres, un peu plus intime, qui est quasiment plus désarmée? Je me, quelque part, je me confie à tous mes lecteurs, à tous ceux qui ont aimé mes livres. Je leur dis qui je suis. Je me confie à eux. Je raconte mon enfance et je pense que pour moi, en fait, comme je l'ai dit, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire le texte. Je pense que c'est un texte essentiel, comme je l'ai dit aussi, pour le futur, mais pour les jeunes, etc. Mais finalement, ça, comme si ça devenait aussi un lien intime avec même les personnes qui ne me connaissent pas forcément et qui se sont toujours demandé à quel point les impatientes étaient autobiographiques et autres. C'est peut-être le moyen aussi à tous ceux qui ont dit que peut-être que j'exagérais, peut-être que c'est passé, que ça n'existe plus et tout ça, de comprendre peut-être dans le fond toute cette culture, ces traditions qu'on inculque aux jeunes dès le plus jeune âge et de comprendre pourquoi pour nous c'est difficile de dire non. Pourquoi est-ce que on a encore tel ou tel autre comportement et pourquoi est-ce que c'est, voilà, même pour moi, qui écrit et qui parle et qui aujourd'hui est totalement libre de faire ses propres choix, il y a quand même cette pesanteur socioculturelle qui va toujours demeurer parce que ça fait partie de moi et de ce qu'on m'a inculqué. Est-ce qu'il y a d'ailleurs toujours une pression quand un livre sort, une crainte particulière de ce qui va se passer ensuite? Tout à l'heure, je parlais d'armes littéraires, mais est-ce que vous mesurez l'impact aussi de ce que vous dites sur une société, sur une culture? Est-ce que, au contraire, il n'y a aucune limite en littérature? Je pense que c'est le cas. Vous êtes si courageuse à chaque fois. On vous avait reçu il y a déjà, je pense, 5 ans pour Les Impatientes, et je vous avais déjà posé cette question. Est-ce que ça s'est amplifié? Est-ce qu'au contraire, ça s'est réduit? Est-ce qu'aujourd'hui, votre combat est le combat finalement qui devrait être celui de tout le monde? Est-ce que cette pression continue sur vous? Euh, Vous savez, quand j'ai écrit mon premier roman, Walland et l'art de partager un mari, j'avais tellement peur du qu'en dira-t-on qu'il y avait des sujets que je ne pouvais absolument pas aborder. Et je me suis rendu compte clairement que je m'auto-censurais. Je m'auto-censurais parce que j'avais peur du regard des autres, j'avais peur du qu'en dira-t-on, j'avais peur de comment ça sera perçu et tout ça. Au fur et à mesure que j'écris, qu'on m'encourage et tout ça, ça me donne la force et je fais extrêmement attention à ne plus m'auto-censurer, à pouvoir dire les choses avec des mots justes, sans apporter de jugement. Ça, c'est extrêmement délicat, extrêmement difficile à faire parce qu'il ne s'agit pas de moi, dire, moi, voilà ce que j'en pense. Il s'agit juste de raconter ce qui se passe et c'est au lecteur de se faire son propre opinion. Sa propre opinion. Je rappelle que le français n'est pas ma langue maternelle. Et donc, pour le harem du roi, je dois dire que j'étais plutôt stressée parce que ça reste très, très, très extrêmement sensible. C'est un milieu qui n'est pas ouvert, c'est un milieu qui n'est pas accessible. Et il y a des choses qu'on ne devrait pas dire. Parce qu'on se rend compte quand même qu'on est au 21e siècle et on parle encore des personnes qui sont esclaves et on parle d'un lamido qui peut se permettre de signer une attestation d'affranchissement qui est un document légal, etc. Donc là, oui, j'étais quand même assez stressée. Et je pense que si je n'avais pas eu le concours des lycéens, toute cette visibilité, je n'aurais peut-être pas osé écrire le livre. Mais aujourd'hui, je peux me permettre de dire ce que je pense. Pendant longtemps aussi, on m'a traité de mauvaise musulmane. Tu es contre les traditions, tu es contre l'islam et tout ça. Aujourd'hui, ça ne me fait plus rien qu'on me traite de tous les noms. C'est pas, je ne me mire plus dans le regard ni des lecteurs et surtout pas de ceux qui n'ont jamais lu une seule ligne de mes livres et qui peuvent se permettre voilà, de me juger.
Est-ce que je pense que finalement la littérature a changé quelque chose au Cameroun? Je ne vais pas être prétentieuse en fait, parce que ce serait très prétentieux de dire oui, mais moi je suis une libératrice, j'ai écrit un texte et puis c'est au programme scolaire et puis grâce à ça aujourd'hui toutes les femmes camerounaises sont libres, les femmes peuvent dire ce qu'elles pensent. Et ça c'est très prétentieux. Il y a des choses sur lesquelles on avance. Il ne faut pas oublier que j'ai aujourd'hui une association qui est devenue une ONG et que grâce à ça, nous faisons aussi un travail vraiment important sur le terrain. Mais il y a aussi beaucoup d'autres femmes qui font un travail hyper important sur le terrain. Et petit à petit, on avance. Mais quoi qu'il en soit, il y a sur certains aspects où la sensibilisation, la littérature, etc., peuvent véritablement changer les choses. Euh, sur d'autres aspects, le changement climatique, par exemple, qui, euh, qui entraîne l'insécurité alimentaire, l'insécurité avec Boko Haram et autres sectes terroristes, ça, ce sont des choses que c'est pas grâce à la littérature qu'on va faire évoluer les choses. Il faut la bonne gouvernance, il faut aussi que les institutions internationales s'impliquent pour que les choses puissent bouger. On s'est rendu compte, par exemple, quand il y avait le Covid, je refuse de dire la Covid. Je trouve que c'est très injuste de nous mettre ça aussi sur le dos. Donc, quand il y a eu le Covid et que les écoles ont fermé pendant quelques mois en Afrique, la Banque mondiale a dit que à cause de cette pandémie, les droits des femmes avaient reculé de 30 ans. D'accord, soit. Mais est-ce qu'on se rend compte que dans certains endroits, le nord du Cameroun, le Nigeria, etc., à cause de Boko Haram, les écoles ont fermé pendant 4 ans? Qu'est-ce que sont devenues les filles pendant ces 4 années? Eh bien, elles ont été envoyées en mariage précoce parce qu'il faut les protéger. À chaque fois qu'il y a eu des attentats terroristes dans le nord Cameroun, je pense à hauteur de 90%, les bombes humaines, ce sont les jeunes filles qui ont été enlevées. Et donc, quand on enlève aussi les populations, c'est bien sûr la cible privilégiée, c'est les filles. Donc, il y a certains sur ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec la littérature? Bien sûr, ça va au-delà de ça, mais bon, ça ne devrait pas quand même être... on ne doit pas baisser les bras et se dire, bon, je ne peux rien faire, c'est trop grave, etc. Non, même si on arrive à faire inscrire une seule fille à l'école, c'est déjà quelque chose. Si on arrive à sortir une seule fille et empêcher qu'elle soit mariée à 12 ans, à 13 ans, c'est quand même déjà quelque chose. Donc, petit à petit, on essaye d'avancer, on essaye de sensibiliser et à travers la littérature, faire en sorte que les gens prennent conscience, que l'État prend conscience de ce qui se passe et que les choses puissent doucement changer, évoluer. Est-ce que d'ailleurs, pour les plus observateurs, vous avez peut-être vu que Amal a lu tout à l'heure un extrait sur une version camerounaise et pas Emmanuel Colas. Est-ce qu'il y a des changements finalement quand vous publiez au Cameroun ou en France? C'est intéressant de savoir si vous parliez tout à l'heure d'absence d'autocensure, donc est-ce que c'est aussi le cas même au Cameroun? Oui, oui, absolument. Donc, ça, je suis hyper contente de cette formule que nous avons trouvée avec Emmanuel, parce que ce que je ne veux absolument pas, c'est que mes livres deviennent des objets de luxe chez moi. Un livre qui est publié en France, qui est extrêmement beau, euh, euh, la qualité est extraordinaire, extraordinaire, bien sûr, par rapport à ça, bien sûr. Mais ce livre, s'il vient chez moi au Cameroun, qu'il coûte plus de 20 euros, est-ce que vous vous rendez compte que le SMIC chez moi, c'est dans les quoi, 50 euros, moins de 60 euros en tout cas. Donc, vous avez le SMIC à moins de 60 euros et vous pouvez demander à quelqu'un d'acheter un livre qui coûte 20 euros. C'est absolument impossible. Donc, on se plaint que les gens ne lisent pas, mais comment voulez-vous qu'ils lisent puisque les livres sont hors de prix? Et donc, cette formule que nous avons trouvée dès les impatientes avec Emmanuel, qui a les droits mondiaux dans tous mes tests et qui laisse quand même
gracieusement, il faut le dire. Et ça, c'est vraiment très généreux de sa part. Il laisse gracieusement les droits camerounais à mon éditeur, mon premier éditeur au Cameroun, édition Proximité, ce qui permet que ce soit le même texte corrigé par Emmanuel Colas et tout ça, donc copyright Emmanuel Colas. Aujourd'hui, nous prenons aussi la même image, donc c'est vraiment, c'est la même chose, sauf que ici, le livre, il est à, je pense, il doit être à 7 euros, dans les 7 euros. Donc, ce qui fait que c'est, bien sûr, ça reste toujours cher au Cameroun, mais, euh, mais c'est quand même déjà ça. Et puis surtout, on n'a plus besoin voilà, de faire venir les livres. Donc, ils sont imprimés sur place et voilà, ça c'est une formule qui marche très bien. Et il faut rappeler que nous allons aussi sur des coéditions avec d'autres pays africains. Là, nous venons, Emmanuel m'a dit ça hier, qu'on a signé avec les éditions Vallès en Côte d'Ivoire. Tous mes livres sont aussi édités en Côte d'Ivoire. Et puis, nous avons aussi d'autres éditeurs en Afrique qui vont s'intéresser et puis qui auront des facilités pour pouvoir éditer le livre sur place et que le livre puisse coûter vraiment très, très, très moins cher par rapport à la version française. Donc ça, c'est très, très, très important. Vraiment, c'est magnifique cette formule. Ouais, ça ne m'étonne pas d'Emmanuel Colas, évidemment. Bravo à toutes les deux. C'est le moment de vous poser deux questions que je pose régulièrement à chaque auteur et autrice qui passe ici. La première, c'est celle de choisir un auteur méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour, un auteur qui n'est pas forcément très connu en France, voilà, qui vous a forgé, que vous aimez et que vous aimeriez, dont vous aimeriez parler ce soir. Qui avez-vous choisi, Amal? Eh bien, je veux remettre au goût du jour un roman magnifique camerounais. J'espère j'espère qu'il sera disponible en France ou qu'il est disponible en France. Eh bien, ce roman, c'est Le vieux nègre et la médaille. Le vieux nègre et la médaille. Euh, mais vraiment, pour moi, c'est le premier livre africain le premier livre camerounais que j'ai lu. Et je trouve que c'est un livre vraiment qui, qui, qui a été écrit avant les indépendances, mais vraiment, c'est un livre à lire. Il est très, très bien, très amusant et tout ça. Je conseillerais à tout le monde de le chercher, Le Vieux Nègre et la médaille. Moi, je vais me permettre aussi de donner un autre nom sur un livre qui m'a particulièrement touché, qui m'a parlé. Je ne dirais pas une si longue lettre de Maria Maba. Voilà, Ferdinand Oyono, Le Vieux Nègre et la médaille. Je dirais aussi Sous l'orage de Seydou Badian, parce que c'est un roman qui parle du mariage forcé. C'est un roman qui m'a fait prendre conscience de, voilà, qui m'a fait prendre conscience qu'une fille avait également le droit de dire non. Très bien, merci, merci Amal. La deuxième question, c'est celle de choisir un personnage de fiction dans lequel vous aimeriez vous transposer, vous transformer pendant 24 heures. Et est-ce que vous changeriez sa destinée? Qui avez-vous choisi, Amal? Eh bien, je choisis l'héroïne d'un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui n'est pas très, très connu. Tout le monde connaît Maria Maba avec son livre célèbre Une si longue lettre. Mais personne ne sait, enfin, les gens ne savent pas, pour la plupart, que Maria Maba a écrit un deuxième roman euh, sous le titre, Un champ écarlate, non? c'est quoi le titre? Un champ écarlate, voilà, Un champ écarlate. Et que dans ce roman, elle parle aussi voilà, de l'interculturalité. Cet homme, cet héros qui épouse une femme, une occidentale, et puis cette femme qui peine à trouver sa place. Et, euh, et la fin, sincèrement, la fin était, pour moi, c'est tellement triste. Et si je devais vraiment être un personnage de fiction, j'allais devenir donc cette femme qui a vraiment beaucoup de peine à trouver sa place. Et, euh, et j'allais vraiment pouvoir changer
cette fin-là pour elle et pour son enfant métis. Je n'aime pas les livres qui finissent mal. Très bien, très bien. Alors, avant que vous nous lisiez Après, j'aurais pu changer aussi, hein, j'aurais pu changer aussi la fin de Titanic, qui est jusqu'aujourd'hui mon film préféré, et faire en sorte que voilà, ça finisse par ils se marièrent et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Très bien, très bien. Alors, avant que vous nous lisiez un second extrait, Amal, c'est le temps, c'est le moment de prendre une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude. Voilà. Préparez-vous pour la photo. Si vous avez le livre, c'est le moment. Et c'est bon. Parfait. Allez, je la reprends pour Amal. Parfait. Eh bien, c'est le moment de nous lire donc le second extrait que vous avez choisi, Amal. C'est à vous. J'étais la fille de tous les membres de ma famille, de tous mes voisins, de mon quartier et de toute ma ville. J'ai été éduquée par tous. Ils m'aimaient tous, chacun à sa manière, selon son degré de familiarité avec mes parents. Toutes les femmes étaient mes tantes et je les appelais ainsi. Tante paternelle, Gogo pour les Noirs, tante maternelle, Yapendo pour les meilleurs amis de ma mère, tante ou tantine pour les Arabes ou les Européennes de la ville. Tous les hommes étaient mes oncles, papa. Tous les vieux étaient mes grands-parents. Les dames, mes coépouses. Et pour être poli, je devais faire semblant de me disputer avec elles, blaguer ou sourire gentiment si nous n'étions pas intimes. Les hommes âgés étaient tous mes époux. Là aussi, je devais acquiescer, les taquiner ou sourire. À 5 ans, j'étais d'accord pour faire semblant d'être l'épouse fictive du meilleur ami de mes parents, notre voisin d'en face. Il me faisait des grandes déclarations et des promesses irréalisables et je faisais semblant de me disputer avec ses épouses. Mon époux d'enfance m'appelait ma femme et moi, je ne l'appelais que papa. Il me défendait toujours quand ma mère, en colère pour me punir, m'enfermait dans la chambre ou m'attachait au pied du lit. La plupart du temps parce que j'avais posé une question de trop ou que j'avais mal répondu à un adulte. Je trouvais la punition toujours injuste. Kokonana m'appelait Hayati quand elle était contente de moi. Dans le quartier, chacun me donnait un surnom. Léléwal clair de lune, Jailol lumière ou Danejo blanche. Amal bonbon, amal chocolat, amal biscuit, amal chewing-gum, chantonnait toujours Mamma Chiuto, une amie de ma mère, quand elle m'apercevait. Non, pas chewing-gum, ça colle. Un voisin, cousin éloigné de la famille, me surnommait Ingel Kinnadi, la fille du djinn. Je n'aimais pas ça. Je le disais à mon père qui se contentait de sourire sans un mot. J'allais alors voir Kokonana. Pourquoi il m'appelle la fille du djinn, votre cousin? C'est méchant. Non, c'est un compliment. Cela signifie que tu es très jolie. Mais alors, en quoi je suis la fille du djinn? Rétorquai-je. Les filles de djinn sont plus belles que les humains. Donc, c'est un compliment. Comment vous savez que les filles de djinn sont plus belles si elles sont invisibles? Je n'étais pas toujours d'accord avec ma tante, mais elle me punissait rarement. Avec elle, je me sentais comme un trésor. Elle nous aimait, mes frères et moi, d'un amour unique. Tellement unique qu'elle avait divorcé juste pour vivre avec nous. Ma tante n'avait pas d'enfant et elle s'était donnée comme mission de s'assurer que nous serions peuls et que nous maîtriserons à la perfection le pulaku. Ne pas laisser l'identité de ma mère et de ses amis arabes phagocyter celle qui devait rester la nôtre, la plus importante et la plus belle à ses yeux, la Peul. J'accompagnais Gogonana partout et elle prenait plaisir à nous traîner avec elle. Elle sortait plusieurs fois par jour sous n'importe quel prétexte et entrait dans les maisons alentours. Un jour, au moulin, le meunier, le visage et le corps couverts de farine, me dit avec un large sourire: Mon épouse Amal, bientôt tu seras grande, on pourra se marier. Je regardais celui-ci, tout couvert de farine, et je lui jetais à la figure. Eh bien, non, je ne vais jamais épouser quelqu'un comme toi. Je ne suis pas ta femme, ce qui fit rougir de honte ma tante. Cela ne se faisait absolument pas. J'étais allée à l'encontre de toutes les règles de bienséance. Ma sœur Sana rattrapa le coup du haut de ses 4 ans. Ne t'inquiète pas, gentil meunier, moi je veux bien t'épouser. Je fus grondée.
puni par toutes les femmes de la famille. Kokonana me tira l'oreille et m'insulta tout au long du chemin. Puis elle le rapporta à tout le monde. Maman me lança un regard noir en secouant la tête. Grand-mère Aïa me dit que j'étais trop bête comme d'habitude. Chacune à leur tour, les femmes du quartier me firent la morale. Une fille ne doit jamais dire non à un homme. Quand un homme dit qu'il veut t'épouser, tu commences par répondre oui, même s'il est hideux. Une fille bien éduquée et de bonne famille doit avoir de la retenue, de la gentillesse et de la sagesse, du poulakou. Tout le monde félicita Sana d'avoir sauvé l'honneur de la famille. À 4 ans, elle était plus intelligente que sa grande sœur. D'ailleurs, Sana continue à croire qu'elle est plus intelligente que moi. Merci Amal. Alors il y a une question plus gastronomique, plus culinaire, parce qu'il y a aussi beaucoup de cuisine hein, dans le texte. Comment se prépare la mangue au piment? Demande Raphaël. La mangue au piment, oh là là, qu'est-ce que c'est bon la mangue au piment, mais ce n'est pas de la mangue mûre. Il faut chercher des mangues bien vertes. On découpe bien la mangue, on fait des fines tranches, peut-être c'est mieux. Ensuite, on met du citron, si on veut un peu de vinaigre, de l'huile, ça peut être de l'huile d'olive ou de l'huile d'arachide. Nous, on utilise plus l'huile d'arachide, du sel, et puis beaucoup de piment. Mais vraiment beaucoup de piment. Donc, du piment qui pique vraiment. Ok, très bien. Alors, il est temps de conclure Amal, car il y a dans ce roman quelque chose que la littérature fait rarement. Elle retourne au commencement, non pas pour expliquer, mais pour entendre ce que savait déjà la petite fille de 3 ans qui regardait sa mère téléphoner vers l'Égypte, les yeux remplis d'une nostalgie que l'enfant ne pouvait pas encore nommer. Jaili Amadou Amal nous a donné, avec ses livres, une cartographie du silence infligé aux femmes du Sahel. Livre après livre, elle a traversé les concessions, les harems, les villages des montagnes, les maisons où les femmes attendent un mari que la tradition leur a imposé. Et dans chacun de ces romans, sous la douleur, quelque chose résistait, un fil, une lueur, un espoir infime, qui, nous le savons maintenant, portait depuis toujours un prénom, Amal. Ce roman nous dit que l'espoir ne vient pas après la souffrance comme une récompense, il était là avant, dans la chanson d'Oum Kalthoum que chantait une mère pour ne pas oublier le pays qu'elle avait quitté, dans les mains d'un père qui voulait scolariser ses filles, dans la langue peul apprise à la force de la volonté d'une tante qui aimait trop fort pour laisser partir l'identité de sa nièce. L'espoir est une origine, et c'est pour cela que ce roman est peut-être le plus courageux de tous, non parce qu'il dénonce, mais parce qu'il se souvient, parce qu'il fait confiance à l'enfance comme lieu de vérité. Alors merci Jaïdé Amadou Amal d'avoir eu ce courage-là, de vous écrire Lumière et Espoir comme vos deux prénoms. Vous y avez déjà depuis le début invité. Merci infiniment Jaïdé Amadou Amal. Et je précise que jeudi 9 avril, la semaine prochaine, c'est votre mari qu'on reçoit, Badjadji Oretaudo. On aura donc une semaine très familiale. Et Jaïdi Amadou Amal sera aussi présente à la soirée Ville le 18 avril à Paris. Vous pouvez vous inscrire via ville.com où il y aura de nombreux auteurs, Emmanuel Colas, avec qui vous pourrez échanger en toute intimité pour le coup, dont Jaïdi Amadou Amal. Et il y a un certain nombre d'auteurs, une dizaine d'auteurs, Emmanuel Colas, qui feront le plaisir d'être présent à cette soirée. Merci infiniment à vous, Jaïdi Amadou Amal, et merci à l'équipe Emmanuel Colas. Merci beaucoup, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci pour tout ce que vous avez dit et pour toutes ces belles questions. Et merci à tous ceux qui étaient là. Et je suis en train de lire les messages en même temps. Merci à tous et peut-être à très bientôt. À très bientôt, au 18 avril. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Merci. Merci.